Bonjour, on se retrouve pour notre 4e cours. Et nous avons dit depuis le début que la langue arabe s'écrivait de droite à gauche. La deuxième généralité est une erreur qu'on a corrigée. On a dit que la langue arabe contenait 29 lettres, pas 28 lettres. Car souvent, la hamza est oubliée. Et justement, à propos de l'alphabet, on a dit qu'avec les 29 lettres arabes, on peut faire 31 sons. Pourquoi? Parce que on a déjà dit qu'il y avait 2 lettres arabes qui étaient à la fois longue voyelle et consonne. Il s'agit du waw et du ya. Nous avons aussi dit qu'il y avait en arabe 5 paires de lettres. Ces 5 paires de lettres s'opposent entre son emphatique et son non emphatique. Donc 5 se prononcent avec une voix normale et les 5 autres avec une voix emphatique, ça veut dire une voix grave. On avait aussi dit qu'avec 9 formes, on pouvait construire 22 lettres. Et aujourd'hui, nous allons aborder la toute dernière généralité. La dernière généralité que je voulais vous exposer aujourd'hui, c'était que, contrairement au français, en français, vous savez qu'on peut prononcer les voyelles. Si quelqu'un vous pose la question « Quelles sont les voyelles françaises ?» vous allez dire A, E, I, O, U, Y. Mais en arabe, en fait, quand on dit qu'il y a 3 voyelles courtes, A, OU, I, et 3 voyelles longues, A, OU, I, on ne le fait que pour des raisons pédagogiques. Mais en réalité, en arabe, on ne peut pas prononcer une voyelle toute seule. Ça a l'air bizarre, ça a l'air étonnant. Mais en réalité, c'est vrai. Et pourquoi cela? Car il existe la lettre qu'on a déjà évoquée, la hamza. La hamza se trouve à la sortie des voyelles. Donc quand vous dites E, donc c'est la sortie des voyelles. Donc du coup, quand vous dites A, pensant ne prononcer que la voyelle A, en réalité vous prononcez la hamza E et A, et ensuite la voyelle. Quand vous dites OU, c'est la même chose, I, même chose, et les longues voyelles, c'est pareil. Donc en arabe, on ne peut pas prononcer une voyelle toute seule. C'est strictement impossible. Alors bien sûr, pour des raisons pédagogiques, on dit qu'il y a 3 longues voyelles, 3 courtes voyelles, et on les prononce, mais en réalité, à la sortie des voyelles, il y a une consonne, il y a la hamza. Passons maintenant aux 12 signes qui contribuent à l'alphabet arabe, mais qui ne font pas partie de l'alphabet arabe. On va commencer, il y en a 12. On va commencer par les 3 petites voyelles, les trois voyelles courtes. Alors, lorsque vous mettez un petit trait sur une consonne, ce trait se prononce A. Il s'appelle fatha. Donc, il se prononce A. Donc, du coup, vous mettez n'importe quelle lettre. Mettons, par exemple, le bas. On va le mettre tout de suite. Avec le A dessus, avec la fatha dessus, ça se prononcera ba. Donc, la première. Le deuxième signe, et la deuxième petite voyelle, on va prendre la même consonne. C'est un petit 9 qu'on met sur la lettre B. Donc ce sera OU, et ça s'appelle la dhamma. Donc du coup, ça sera BOU. Le B et le OU, ça sera BOU. Donc on voit bien que les petites voyelles ne font pas partie de l'alphabet et ne s'écrivent pas à l'intérieur du mot, mais au-dessus. Et on va voir, il y en a une qui s'écrit au-dessous. La troisième petite lettre, c'est la kasra. Donc on va reprendre la lettre B, mais on aurait pu prendre n'importe quelle consonne. Et on met le petit trait en bas, c'est le son I, ça s'appelle la kasra, donc ça nous fait bi. Donc nous avons les 3 premiers signes qui ne font pas partie de l'alphabet. 4e signe, si je prends la même lettre, le B, et je mets un petit rond au-dessus qu'on appelle soukoun. Soukoun en arabe veut dire silence. Ce symbole-là qui s'appelle soukoun ne sert pas en réalité à grand chose, il sert à indiquer qu'il n'y a pas de voyelle, ni petite ni grande. Donc du coup, qu'on laisse le bas sans signe, ou qu'on lui met un soukoun pour dire qu'il n'y a pas de voyelle, dans les 2 cas il se prononce B. Donc le soukoun sert à indiquer qu'il n'y a pas de petite voyelle. 5e signe, on va prendre la même chose, la lettre B, et on va mettre 2 petites dents au-dessus de la lettre, ça s'appelle la shadda. La shadda sert à appuyer sur les lettres.
sur les consonnes. On va prendre un exemple. Prenons le mot sucre en arabe. Alors, on a, là, j'ai écrit soukar. Ça ne se prononce pas comme ça en arabe. Il faut appuyer sur le K. Voici le K. Donc du coup, on va mettre deux petites dents dessus avec un A. Ça nous fait soukar. Donc c'est un phénomène qui, en français, existe. On peut mettre deux L, mais ça n'a pas le même effet. Hein. Si vous écrivez par exemple belle, vous n'allez pas dire belle en appuyant sur le L, tout simplement belle. En arabe, non. En arabe, la shadda sert à appuyer sur les lettres. Et si vous ne le faites pas, vous modifiez le sens du mot. Donc, cinquième, shadda. Sixième, on a un signe qui s'appelle le tanwin. Le tanwin, très souvent, les gens le savent, même ceux qui connaissent l'arabe, mais en réalité, ils ne savent pas à quoi il sert. Le tanwin, c'est l'équivalent de l'article indéfini. En français, l'article défini, en arabe, pardon, l'article défini se met au début du mot, et on va le voir dans quelques instants, et l'article indéfini se met à la fin du mot. En français, les articles indéfinis 1, une et des expriment le genre et le nombre. En arabe, les articles indéfinis expriment la fonction. On en a 3. Donc on va mettre n'importe quelle consonne. Alors ça se met à la fin du mot. De toute manière, toutes ces choses-là, nous allons les revoir avec l'apprentissage de la langue. Ça, c'est juste un avant-goût. C'est nécessaire de présenter les signes et les lettres avant de commencer. Donc du coup, nous avons le doublement de la damma. La damma, comme on a vu, c'est ou. En mettant 2, c'est un. Ça s'appelle tanwin. Donc nous avons le tanwin de la damma, un. Quand vous mettez le tanwin à la dernière lettre d'un mot, ça veut dire que forcément il n'est pas défini, il est indéfini. Mais nous remarquons, pour ceux qui ont l'habitude de lire les livres et ainsi de suite, nous remarquons qu'ils apparaissent très rarement dans les textes, dans les livres. En réalité, en arabe, si vous ne mettez pas d'article défini à un mot, il est forcément indéfini. Donc les gens ne trouvent pas utile de mettre ce signe-là. Nous avons, alors j'ai dit que ça exprimait la fonction, donc quand vous mettez un à la fin d'un mot, c'est que le mot est en fonction sujet. Prenons le 7e signe, et on va prendre le i, et on le double. Et ça donnera in. Ça sera aussi un tanwin, mais le tanwin de la kasra. Et ce tanwin, quand vous mettez ce tanwin à la fin, à la dernière lettre d'un mot, c'est que ce mot est en fonction complément d'objet indirect. 8e signe, vous avez deux fatha, le an. Alors le an a souvent besoin d'un support, mais nous verrons ça en détail. Et donc, ce tanwin qui se prononce an et qui est constitué de deux fatha avec un support de alif qui n'a aucune valeur en fait, il ne se prononce pas, donc c'est le an, et le mot qui portera sur sa dernière lettre le support le an, ce tanwin, sera en fonction complément d'objet direct. Donc vous voyez bien que les articles indéfinis portent aussi une fonction. Nous allons passer au 9e signe. Et le 9e signe, vous allez voir que on a déjà vu le alif. Le alif s'écrit en général tout le temps comme ça. Cependant, lorsqu'il est précédé du lem, de la lettre L, le alif ne pourra pas se mettre comme d'habitude, mais il se penchera. Et si vous tapez, donc, on aura le alif, le lem qui se prononcera le, et le alif qui se prononce a, ça nous donne la, qui veut dire non. Alors pourquoi on le relève et on le met parmi les signes? Parce que c'est un symbole qui est particulier, qui fonctionne ensemble. Et souvent, si vous tapez ça sur ordinateur, vous aurez un lem avec un alif, mais vous n'arrêterez pas ici, vous poursuivrez, vous écrirez comme ça. Donc c'est deux symboles qui veulent dire la même chose, qui
qui expriment la même réalité. Donc le lam et le alif, et on appelle ça le lam alif. Dixième signe, vous avez aussi en arabe l'article défini. On en a un qui va remplacer le, la, les et à l'apostrophe. Et c'est l'article défini composé d'un alif. Et je vous ai dit que les alifs ne pouvaient pas, une voyelle ne peut pas commencer un mot. En réalité, c'est une hamza avec un lam. Voici l'article défini. Mais la hamza qu'on écrit par habitude, on ne l'écrit jamais. Donc on va faire comme tout le monde fait. Donc elle, et donc le lam va s'attacher à la première lettre du mot. Donc c'est l'article défini. Elle. Le onzième signe, c'est le mad. Alors, qu'est-ce que le mad? Le mad se prononce comme un alif. Le mad se prononce comme un alif, donc a, sauf que le mad n'est pas une voyelle, comme c'est le cas du alif. Et donc, le mad, c'est quoi? Alors, je vais vous expliquer. Quand on a parlé de la hamza, je vous ai dit que la hamza avait plusieurs supports. Elle avait ce support, ce support, ce support, en bas, ce support, et elle peut se mettre sur la ligne directement. Et donc, le mad, c'est quoi? Lorsque vous avez la hamza sur ce support, suivi, on va la réécrire, suivi du alif, eh bien ça ne s'écrit pas comme ça. Ça se transforme en mad. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence du coup entre le mad et l'alif, vu que ça se prononce de la même manière? Ben, je vais vous le dire. Un alif ne commence jamais un mot, alors que mad peut commencer un mot. Première différence. Deuxième différence, le alif se prononce à la suite d'une lettre. Par exemple, on prend le ba, on lui met le alif, ça nous donne ba. Alors que le mad, n'étant pas une simple voyelle, étant une consonne accompagnée d'une voyelle, elle ne peut pas se prononcer comme le alif, ba, mais elle se prononce toute seule. Je vais vous donner deux mots. Regardez. Ça c'est le M, ça c'est le alif et c'est le L, donc c'est mal, mal. Mais si j'écris cet autre mot, le mim, le mad et le lam, là je ne prononcerai pas mal, je prononcerai le mad tout seul, donc je dirais ma'al. Donc ce mot est composé de trois lettres, mim, alif, lam, et ce mot est composé de quatre lettres, mim, hamza, alif, mad qui est composé de la hamza et du alif, et le lam. Donc le 12e signe, c'est la marque du féminin, qu'on appelle ta marbota, et qui se place à la fin. Elle s'écrit comme ça. Elle s'écrit comme ça si elle est attachée. Si elle n'est pas attachée avec la lettre qui précède, et comme ça si elle est attachée. Alors elle s'appelle ta marbota. Pourquoi ta marbota? Parce que le ta est composé de deux points, comme ce symbole. Regardez, le ta est composé de deux points. Et marbota veut dire lié, fermé. Donc c'est un T qui est fermé. Sauf que c'est une marque qui est la marque du féminin. Elle se prononce A et elle se place à la fin du mot. Alors, on expliquera plus tard qu'elle peut se prononcer T dans deux cas différents. On verra ça plus tard. Je vous remercie en tout cas pour votre aimable attention et à très bientôt pour le 5e.